Les fonds ils sont garantis à hauteur de 100 000 € par banque. Donc ça c'est une garantie pour les dépôts, tout ce qui est compte courant et compte sur livret. Concrètement, Ouais. j'ai une garantie de 100 000 €. Voilà, exactement. Si t'as 100 000 €, bah, en théorie, on te rembourse 100 000 €. Et tu verras que c'est de la théorie. Ce mécanisme, il sert à rien. Parce qu'en fait, si demain, t'as une BNP ou t'as un SOG qui fait faillite, les banques aujourd'hui, elles sont systémiques. Donc tout le monde part en vrille. Donc ça n'arrivera pas. Parce que si demain, elle ne peut pas laisser une grosse banque faire faillite parce qu'elles sont toutes systémiques, donc interconnectées. Et si on a une grosse qui tombe, tout le monde tombe. C'est pas rassurant, mais ce qui est rassurant, c'est pour moi, c'est un bon sujet. Parce que si ça arrive, la Banque Centrale Européenne sera là pour sauver les grosses banques. Parce que si demain, elle les laisse tomber, bah, on sera tous dans la rue avec des bâtons. Et ça servira à rien d'avoir de l'épargne. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler d'un sujet qui va pas vous plaire. Effectivement, est-ce que ton argent est en sécurité en France ou est-ce que l'État peut-il bloquer ton argent clairement? Je suis avec Axel Godet pour en parler, comme à chaque fois, notre expert financier qui va faire le point sur ce sujet brûlant. Point important, Axel, effectivement, on entend souvent parler qu'il y a des garanties sur les dépôts en France, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels sont les montants? À quoi on peut s'attendre? Alors, c'est vrai qu'on se pose souvent la question, est-ce que, comme tu l'as dit, est-ce que l'argent est en sécurité en France et la réponse, c'est pas facile. C'est pas évident. Tu as ce qu'on appelle le FGDR, donc c'est le Fonds de garantie de résolution, de dépôt de garantie de résolution, bon, c'est un truc comme ça, qui prévoit une garantie de 100 000 €. Donc en fait, on entend souvent, bah, mes fonds ils sont garantis à hauteur de 100 000 € par banque. Donc ça, c'est une garantie pour les dépôts, tout ce qui est compte courant et compte sur livret. Et tu as une autre garantie aussi pour les livrets réglementés, donc les livrets A, les LDD, etc. Donc tu as un fonds qui garantit environ, qui te garantit en théorie 100 000 € sur tes dépôts. Tu as un autre fonds équivalent qui garantit aussi les 100 000 € sur les livrets réglementés. Et c'est pour ça qu'on a vu, bah, nous en banque privée, on voyait des clients qui étaient parfois frileux et qui avaient 100 000 € dans 5 ou 6 banques. Oui, c'est vrai. Bah, si demain il y a une qui fait faillite, bah, moi j'ai mes garanties sur les 100 000 €. Donc si ma banque fait faillite, concrètement, Ouais. j'ai une garantie de 100 000 €. Voilà, exactement. Si tu as 100 000 €, bah, en théorie, on te rembourse 100 000 €. Et tu verras que c'est de la théorie. Et tu as une autre garantie aussi, c'est de 70 000 € sur tout ce qui est actions et obligations. Donc si c'est la banque qui détient les titres et que la banque fait faillite, et bah, tu as une garantie jusqu'à 70 000 €. Tout ce qui est actions et obligations. C'est différent quand c'est la boîte, quand tu détiens tes titres au porteur, donc quand tu détiens les titres directement auprès de la société. Et là, donc, tu n'as pas de risque entre guillemets de la banque parce que tes titres ils sont logés dans la société. Et ça, c'est un autre sujet. Ok, ça paraît magique, mais ce fonds, il est doté de combien? Parce que si tu me dis qu'il y a 500 000 € dessus, on va être mal. Bah, pas beaucoup plus. Alors en fait, tu as différents mécanismes. En fait, tu as les fonds propres, c'est environ 8 milliards d'euros. Ok. Tu as une ligne de crédit, alors, on rentre pas dans le détail, hein, c'est compliqué, mais tu as une ligne de crédit de 1,5 milliard. Ok. Et tu as une contribution exceptionnelle qui peut aller chercher auprès des grosses banques d'environ 7 milliards. Donc ça, c'est un peu paradoxal parce que ça veut dire que quand les banques sont dans l'eau, tu vas solliciter des banques pour prendre des fonds. Bref, c'est un peu lunaire. Et du coup, au total, tu as 16 milliards environ. Ok. Et en termes d'encours, t'as les montants ou pas du tout? Alors, c'est difficile d'avoir les montants exacts, mais d'après les infos que j'ai eues, tu as au moins 3 000 milliards d'encours en France. Et c'est même plus, hein, mais tu as au moins 3 000 milliards. Donc, tu fais le ratio, tu as 16 milliards de garantie, VS 3 000 milliards qu'il faut garantir. Bon, c'est bien, ça fait moins d'1%, c'est bien. Donc, ça fait pas du tout le taf. Tu l'as dit, donc ça suffit pour des banques locales, en fait. À la limite, c'est une petite banque qui fait faillite, pourquoi pas. Et ça, c'est le cas aux States, où au final, nous, en France, on a quasiment que des grosses banques. Tu as la BNP, la SOG, Crédit Agricole, tu pas de petites banques. Tu vois, aux États-Unis, tu avais quand même des banques plutôt régionales et qui ont fait d'ailleurs faillite en 2023. Mais nous, en fait, en France ou même en Europe, on a moins surtout en France, on a moins ce mécanisme-là. C'est que des grosses banques. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce mécanisme, il sert à rien. Parce qu'en fait, si demain, tu as une BNP ou tu as un SOG qui fait faillite, les banques aujourd'hui, elles sont systémiques. Donc, tout le monde part en vrille. Donc, ça n'arrivera pas. Et on l'a vu d'ailleurs en 2023 avec le Crédit Suisse. Il faut savoir qu'en Europe, tu as un mécanisme aussi qui est similaire. C'est le FRU, c'est le Fonds de résolution unique, je crois, qui est doté de 80 milliards. Mais même 80 milliards, c'est que dalle. Mais déjà, c'est pour l'Europe. Et tu vois qu'en France, tu as 3 000 milliards. Donc en fait, pour moi, c'est surtout éventuellement, si tu as un problème sur une banque, pourquoi pas. Mais ce qu'on a vu en fait en 2023, c'est quand le Crédit Suisse est parti en vrille, bah, tu as la Banque Centrale Européenne qui est arrivée. Donc pour moi, la vraie garantie qu'on a en France et en Europe, c'est la BCE. Parce que si demain, elle ne peut pas laisser une grosse banque faire faillite parce qu'elles sont toutes systémiques, donc interconnectées. Et si on a une grosse qui tombe, tout le monde tombe. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler le principe d'être systémique? Parce que pour certains, ça ne doit pas forcément en fait, vouloir tout dire. C'est que les banques, c'est complexe, mais elles ont des engagements entre elles, les banques. Et s'il y en a une qui tombe, potentiellement, ça peut faire des dominos et que toutes les banques fassent faillite. Oui, on se rappelle de Lehman Brothers notamment en 2007. Ouais, alors Lehman Brothers c'était un peu compliqué parce qu'en fait, et c'est pour ça que. Alors Lehman Brothers c'est un cas spécifique parce que pour la petite histoire, il y avait toujours des tensions parce que le secrétaire d'État au Trésor à l'époque aux US, c'était l'ancien boss de Goldman Sachs, t'avais un peu une rivalité. Donc t'as des rumeurs qui disent qu'ils l'ont laissé tomber justement pour la rivalité. Et Lehman Brothers c'était une banque d'investissement, c'était pas une banque de dépôt.
Et l'investissement, c'est pas très grave. Mais C'est le moins dépôt, tu as important. des épargnants derrière. Donc c'est un peu différent. Mais du coup, effectivement, ils l'ont laissé tomber en 2008. En Europe, tu as quand même, et en France, on a toujours été hyper prudent par rapport à ça. Les ratios de balles, etc., on est hyper costaud par rapport notamment aux banques aux US. Il y a plus de régulation, notamment depuis 2008. Ratio de balle, c'est les fonds propres de chaque Exactement. banque. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, en fait, c'est un non-sujet parce qu'aujourd'hui, les 100 000 euros, c'est du vent. Demain, si ça part en vrille, tu n'auras jamais été 100 000 euros, que ce soit en France ou en Europe. Donc, c'est pas rassurant. Mais ce qui est rassurant, c'est que pour moi, c'est un non-sujet parce que si ça arrive, la Banque Centrale Européenne sera là pour sauver les grosses banques parce que si demain, elle les laisse tomber, on sera tous dans la rue avec des bâtons et ça servira à rien d'avoir de l'épargne. Et d'ailleurs, souvent, et je fais la transition peut-être trop rapide pour le moment, mais on parle souvent d'aller en Suisse ou au Luxembourg, et tu viens de le dire, c'est Crédit Suisse, la dernière banque qui a fait faillite, enfin du moins presque faillite, qui était en défaut et qui a eu du mal à s'en remettre, mais bon, qui a été sauvée, comme toutes les banques. Et puis on parlera du Luxembourg après, Exactement. C'est pas mieux. Ouais, donc c'est quand même pas hyper rassurant ce que tu me dis. Et avant de passer au reste, parce qu'il y a quand même certains autres mécanismes qui permettent de se rassurer un peu plus, j'ai envie de vous dire de continuer à vous abonner à la chaîne YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes en train d'écouter. Allez, on est reparti, Axel. Parlons de ce sujet qui est pas forcément hyper rassurant sur l'épargne des Français, mais il y a une autre chose qui est très très importante en France, c'est l'assurance vie. L'enveloppe d'épargne préférée de chaque Français, l'assurance vie. Est-ce que c'est différent sur l'assurance vie ? Tu as une garantie qui est différente des livrets qui est de 70 000 euros aussi. Mais même discours, le fonds n'est pas suffisamment doté que si demain tous les assureurs font faillite, on ne pourra pas te rembourser 70 000 euros. C'est le même rapport entre guillemets entre la garantie des fonds et le montant qu'il y a sur les encours en assurance vie. Donc pour moi c'est un autre sujet, c'est le même sujet, c'est que c'est du vent pour rassurer, mais si demain ça arrive, on ne pourra pas récupérer ces fonds. Ouais, sur les grosses banques françaises notamment. Et il y a très peu de mini-banques en France. Les assureurs, c'est pareil. En fait, les banques, elles ont souvent leurs assureurs. Et aujourd'hui, les gros assureurs européens, c'est pareil, ils sont systémiques aussi. C'est que s'il y a un Generali, un AXA Allianz demain fait faillite, je te dis pas la catastrophe. Et d'ailleurs, pour contrer ça, en fait, de dire non, mais attendez, moi je vous dois 70 000 euros, mais j'ai pas forcément envie de le faire, il y a la loi Sapin qui est sortie, c'est ça ? Ouais, alors. La loi Sapin, en fait, c'est ça que ça fait un peu peur quand on parle d'assurance vie. Elle date de 2016, je crois, et elle prévoit deux choses. En fait, elle prévoit qu'en cas de conditions exceptionnelles, notamment sur les taux d'intérêt, on y revient après, ça peut te bloquer les fonds. C'est-à-dire que tu as un blocage de 3 mois, renouvelable une fois, donc 6 mois max. C'est-à-dire que techniquement, si tu as de l'argent sur une assurance vie, on peut te bloquer les rachats pendant 6 mois. Okay. Donc c'est assez contraignant parce que l'assurance vie, il y a plusieurs avantages, les placements, la liquidité, la transmission. Mais là, en fait, on te contraint la liquidité. Alors qu'on te dit, en théorie, l'assurance vie, c'est disponible à tout moment. Donc là, ça peut faire peur certains et ça peut laisser présager qu'au final, on se dise l'État peut bloquer notre épargne, voire nous prendre. Donc ça laisse donner des idées assez néfastes. La loi Sapin, pourquoi elle a été créée ? En fait, elle se dit, on était dans un contexte quand même depuis 2015 où les taux d'intérêt étaient hyper faibles. Entre 2015 et 2022, tu as des taux qui sont à 0, voire négatifs. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que le jour où les taux d'intérêt remontent, il peut y avoir des conséquences. Il faut savoir, dans les assurances vie, la majorité des fonds, c'est du fonds euro. Le fonds euro, c'est quelque chose qui garantit un capital. Et à l'intérieur du fonds euro, tu as entre 75 et 85, c'est de l'obligation d'État français. Imagine demain, le scénario qui est envisagé, c'est que tu as les taux qui explosent à la hausse. Une obligation, pour rentrer dans le détail, le risque que tu as d'une obligation, tu as deux risques. Tu as le risque en cours de vie qui est le risque de taux. Donc si les taux montent, l'obligation baisse. Tout à fait. Typiquement, aujourd'hui, je t'achète une obligation à 3%. Si demain les taux passent à 6%, je veux la nouvelle. Tu veux la nouvelle, donc ton ancienne, elle ne vaut plus rien. Exactement. Et ça va aussi dans l'autre sens. Si les taux baissent, ton obligation, elle monte. Donc, dans un scénario où tu as les taux qui sont à 0, voire négatifs, logiquement, ils ne peuvent que monter. Donc, vu que tu as les assureurs qui garantissent le fonds euro à tout moment, donc tu ne peux pas perdre d'argent, imagine demain, tu as un scénario où les taux passent de 0 à 4%. Donc, c'est-à-dire que les obligations d'État du portefeuille des assureurs vont se casser la gueule. Et on l'a vu en 2022, on y vient après. En 2022, elles ont fait entre moins 15 et moins 20. Et si tout le monde veut retirer son fonds euro, parce que le fonds euro en fait, est devenu à la ramasse et que les gens veulent acheter de nouvelles obligations, l'assureur, elle fait comment ? Parce qu'il doit retirer les fonds, parce qu'il a une poche de liquidité, mais il n'a pas suffisamment pour payer tout le monde. Donc, c'est pour éviter le scénario où l'assureur doit vendre toutes ses obligations d'État à moins 15, moins 20, sur un fonds qui est en théorie garanti, et au final, l'assureur, il coule. Parce qu'en fait, tu imagines, tu dois vendre, tout le monde veut récupérer son fonds euro, tu vends toutes tes obligues, dont certaines qui sont en moins 15, il y a 20% moins 20, des clients qui sont dans la merde. L'assureur, il coule. Donc, c'est pour éviter ça. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on l'a vu du coup en 2022. Les taux ont fait exactement ce que j'ai dit. Ils sont passés de 0 à 4. Et au final, il n'y a pas eu de panique. Le fonds euro, d'ailleurs, les assureurs ont bien géré parce que tu avais des réserves aussi sur les fonds euros. Les assureurs ont vraiment bien géré encore en France. Ils sont vraiment bons. Ils ont bien géré, quitte à distribuer moins de rendements sur les dernières années, mais au moins ils avaient des bonnes réserves. Ils ont pu distribuer des rendements qui sont adaptés. Donc les gens sont restés sur le fonds euro. Et il n'y a pas eu de problème. Donc pour moi, la loi Sapin, ça fait peur, mais on a eu un événement qui aurait pu exiger d'avoir la mise en place de la loi Sapin, et ça n'a pas eu lieu.
Donc, il faut arrêter d'avoir peur sur la loi Sapin. Pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant pour éviter une faillite, au final, de l'assureur. Et ça n'a pas été utilisé depuis 10 ans qu'il existe. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Mais c'est bien de comprendre le mécanisme, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, la loi Sapin, c'est pour bloquer l'épargne des Français. Non, c'est pour éviter, effectivement, qu'il y ait un épisode de faillite sur les assureurs. Donc, c'est plutôt rassurant, je trouve. Ouais, surtout que si on parle d'un assureur systémique, effectivement, il ne faudrait pas qu'il y en ait un, parce que sinon ça entraîne les autres. Bah, exactement, c'est une protection pour tout le monde au final. Hein. Toutes ces lois sont là pour protéger l'investisseur, j'ai envie de dire. Et certains investisseurs qui stressent de la France vont se tourner vers un autre pays, qui est le Luxembourg. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Le Luxembourg, c'est vrai que c'est devenu à la mode depuis quelques temps, notamment avec l'instabilité politique qu'on connaît en France. Et le Luxembourg, tu as l'assurance vie luxembourgeoise qui est beaucoup mise en avant, à tort ou à raison. C'est que tu as une garantie supplémentaire. En fait, tu as un triangle de sécurité où, au final, par rapport à la France, où tu déposes tes fonds, ils sont gérés par l'assureur et ils sont chez l'assureur. Au Luxembourg, grosso modo, les fonds, ils sont chez un assureur, ils sont placés chez un assureur, mais ils sont dans une banque. Donc, en fait, même si l'assureur fait faillite, tu as une garantie supplémentaire parce que tu as la banque qui dépose les fonds. Donc, en gros, ça t'exonère en fait, du risque de faillite de l'assureur. Et en plus, tu as la garantie du Grand-Duché qui... En gros, tu es créancier privilégié, ce qui fait que si demain il y a une faillite, tu es remboursé en priorité. Le fameux triangle de sécurité. Mais pour moi, c'est pareil, c'est un peu du vent. Et d'ailleurs, tu l'expliquais tout à l'heure, si on regarde sur les 3 dernières années, ou 4, les derniers banques et assureurs qui ont fait faillite, donc tu as le Crédit Suisse en 2023, je crois, ou 24, je sais pas. Et un assureur luxembourgeois. Et tu as un assureur luxembourgeois, je sais pas si on va dire le nom, mais c'est un petit. Au final, tu as une liquidation judiciaire. Et nous, on connaît bien parce qu'on avait une cliente qui était concernée, non pas qu'elle ait fait le contrat chez nous, mais elle avait été suivie par un autre courtier qui avait fait un contrat chez cet assureur luxembourgeois, justement pour la garantie. Le côté rassurant du Luxembourg. Voilà, liquidation, la cliente, elle reçoit un mail. Bon, alors vous pouvez récupérer vos fonds aujourd'hui, mais on vous en rend la moitié. Ou alors on vous les récupérer dans 4 ans. Donc, c'est toujours ce que je dis, le fameux dicton où c'est quand la marée se retire, tu vois qui se baigne à poil. C'est bien beau de dire qu'il y a des garanties, etc. Mais la réalité, c'est que en fait, tu testes une garantie d'un système seulement quand il y a une crise. Et là, il y a eu un assureur qui a pété. Au final, Grand-Duché ou pas, la cliente, elle va devoir attendre 4 ans pour récupérer ses fonds. Donc, pour moi, tu as un côté marketing sur la protection du Luxembourg qu'en France, on est suffisamment protégé si tu es chez un gros assureur. Sachant que tu as des assureurs, par exemple, Generali, ils sont en France et au Luxembourg, donc tu vois, il n'y a pas trop de sens de comparer. Pour moi, le Luxembourg, il y a un intérêt parce que tu peux mettre des devises, tu peux mettre des titres spécifiques, tu peux faire du prêt à equity dans ton contrat, tu peux loger tes titres de ta boîte. Enfin, tu as des avantages spécifiques qui concernent, on va pas se mentir, 2 à 3% des clients, et encore, qui ont des besoins vraiment très spécifiques de diversification. Mais l'aspect marketing de la protection, pour moi, est de faire du crédit lombard, qui peut être intéressant. Mais sinon, l'aspect protection, pour moi, c'est surtout marketing. C'est là où ils ont bien joué le jeu. Ils savent que les Français sont frileux et ils sont stressés. Et ils vont mettre un espèce de coup de massue en marketing sur la protection des avoirs au Luxembourg. Ça marche super bien. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est que parfois, tu as des coûts supplémentaires parce qu'en fait, tu as 2 acteurs. Tu as l'assureur et la banque. Tout à fait. Et ce qu'on oublie de mentionner parfois, c'est qu'il faut payer la banque dépositaire. Et tu as des pourcentages en plus. Enfin, c'est pas des pourcentages, mais c'est des 0,10 ou 0,20 ou 0,30 selon les banques que tu payes en plus pour la banque. Exactement. Donc, au final, faut bien regarder l'ensemble des coûts, voir s'il y a un intérêt pour toi. Tu as aussi le côté protection, au niveau de la transparence fiscale, où ton contrat luxembourgeois, tu auras la fiscalité de ton pays de résidence. Donc si tu es au Maroc, ça c'est bien aussi pour les personnes sûrement qui bougent et qui ont en des fonction du pays où tu es. Exactement. Parce qu'en France, tu as peut-être une fiscalité qui peut être très avantageuse quand on ne paye pas les prélèvements sociaux notamment. C'est ça. Donc en fait, en fonction du pays, parfois le Luxembourg, ça peut être plus avantageux. Ça dépend des conventions fiscales du pays. Ça, c'est un autre sujet. Mais bref, pour résumer, pour la protection, le Luxembourg, oui, tu as une protection supplémentaire. Mais pour moi, c'est surtout un aspect marketing. Et je suis très satisfait de la protection qu'on a en France. Et justement, ça fait la bonne transition avec la dernière question. Comment on se protège, Axel, en tant qu'investisseur ? Et la solution, si tu devais vraiment répondre à quelqu'un qui te dit « Moi, j'ai besoin d'avoir une sécurité supplémentaire », que juste ton discours, Axel. Qu'est-ce que tu dirais ? Je ne vais pas être rassurant, alors je vais dire sous le matelas. Là où, pour le coup, tu es peinard, sauf pour les cambriolages. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, pour moi, en France, les banques, les assureurs sont suffisamment solides. C'était chez les gros, tu n'as pas trop de problèmes. Et que c'est un non-sujet. C'est un peu comme la bombe nucléaire qu'on avait le sujet parfois des clients qui disaient « Ouais, demain, s'il y a une bombe nucléaire sur Paris, mon assurance vie. » Demain, s'il y a une bombe nucléaire sur Paris, tu auras d'autres sujets que d'avoir ton assurance. On ne se posera pas ce type de questions, je crois. Si tu as un épisode comme ça où des gros assureurs, des grosses banques font faillite, on sera tous dans la rue encore une fois à se taper dessus. L'argent n'aura aucune valeur. Quand il y a une instabilité, l'argent, ça ne vaut plus rien. Donc, c'est un non-sujet. Donc, l'argent en France, il est en insécurité. Du moins dans les politiques actuelles. Peut-être que si demain, il y a une politique où au final, il y a des volontés de prendre l'argent des Français. Là, à ce moment-là, on pourra en reparler. Peut-être que ça sera un autre sujet, mais je ne pense pas que ça arrivera. Mais aujourd'hui, en France, du moins, nos banques, nos assureurs sont très solides.
Donc il n'y a pas de raison d'être inquiet. Moi, ce que j'aime bien dire à certains clients, c'est qu'à partir de certains montants, je vais rajouter ça, des fois 500 000, 1 million, on peut se poser la question de se dire on va chez différents assureurs. Ouais. Comme ça permet aussi de diversifier, déjà, surtout l'offre financière des assureurs. Au-delà de penser à la protection, l'offre financière, la gestion du fonds en euros de l'assureur, la gestion de la rémunération de vos contrats par rapport à l'allocation que vous allez faire à l'intérieur. Bref, il y a différentes options de gestion qu'on peut aller chercher chez différents assureurs. Ça, c'est intéressant. Cherchez plutôt le contrat en lui-même, regardez ce qu'il y a. Et la sécurité, vous pouvez aussi l'obtenir par la diversification des assureurs. Mais n'allez pas me faire 5 contrats d'assurance vie à 70 000 euros chacun juste pour garantir les dépôts. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup Axel pour cet épisode. Merci également à vous d'être toujours aussi nombreux à liker, partager, commenter le contenu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à notre contenu sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast, la plateforme de votre choix. Et puis surtout, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez en savoir plus sur l'assurance vie, il y a un chapitre dédié à l'assurance vie. Et puis on parle également de vos enfants dans ce chapitre. Donc n'hésitez pas à commander ce livre. C'est la Bible de la gestion de patrimoine. Il est pour vous.